Dominant la place de Neuve du haut de son cheval, Guillaume Henri Dufour est un personnage emblématique de l'histoire genevoise. Ce général a eu une vie bien chargée. Tout d'abord sur le plan militaire, où il s'est illustré durant la guerre du Sonderbund en 1847. Mais on peut dire qu'il a eu plusieurs vies. Membre fondateur de la Croix-Rouge en 1863, Dufour était un pacificateur. On le connaît aussi pour ses travaux d'ingénieur. Les quais de la Rade, l'île Rousseau, le jardin botanique du parc des Bastions ou encore la première carte topographique suisse en sont quelques exemples. De Genève à Berne, le général Dufour a marqué les esprits. Quoi de plus normal que de lui rendre hommage quelques années après sa mort, avec une sculpture équestre, rappel du chef militaire qu'il était. Et si aujourd'hui la place de Neuve est un carrefour important de la ville, à l'époque, la porte Neuve qui permettait d'accéder à la vieille ville par un pont-levis accueillait les bureaux de ce brillant touche-à-tout. Commémoration du 150e anniversaire du décès, d'une part, et aujourd'hui des funérailles du général Guillaume Henri Dufour, citoyen de Genève. Nous toutes et nous tous, ici rassemblés, souvenons-nous de cet important chapitre de notre histoire. Cette histoire, effectivement, c'est bien la nôtre, on peut en être fier. Gardons-la toujours en mémoire. Car lorsque l'humanité perd la mémoire, hélas, la guerre finit toujours par frapper à la porte de l'histoire. In memoriam. Monsieur le maire de la ville de Genève, de notre cité, monsieur le vice-président du Grand Conseil du canton du Tessin, dont le général Dufour était citoyen d'honneur, monsieur le coordinateur des commémorations du 150e et en particulier de ce jour, monsieur le président du comité de patronage du 150e, mon commandant de corps, ancien commandant des forces terrestres de notre armée fédérale, mesdames et messieurs les membres du comité d'organisation du 150e, mesdames et messieurs les intervenants de cette matinée, monsieur le président, mesdames et messieurs les membres des salons du général Dufour, mesdames et messieurs le président, les membres et membres d'honneur du conseil de la fondation Maison Dufour, mesdames et messieurs les descendants de notre général, mesdames et messieurs les membres de la commission historique des salons du général, madame la correspondante des salons du général Dufour à Paris, représentante officielle aujourd'hui de l'association Vauban de Paris, monsieur le représentant du Dufour Museum d'Alsteg-Sattel dans le canton de Schwytz, monsieur le président de l'association des amis du musée de la bibliothèque et de l'histoire de l'école polytechnique de Paris-Palaiseau, messieurs les polytechniciens, monsieur le président et madame la trésorière de l'association Albert Cohen de Corfou, monsieur le capogruppo des chasseurs alpins italiens Gli Alpini, section de Genève, co-sponsor de notre manifestation, monsieur le délégué général du souvenir français pour la Suisse, cette liste est exhaustive. Monsieur le président de l'amicale des anciens légionnaires, section Genève, mesdames et messieurs les historiens, monsieur le directeur suppléant de l'Office fédéral de la topographie suisse Topo à Berne, plus exactement à Berne, madame la conservatrice en chef du musée Napoléon Chapeau d'Arenenberg en Turgovie, monsieur le conservateur du musée militaire genevois, monsieur le président, madame la directrice du musée Parfum, vous verrez plus tard pourquoi, madame la présidente de la Société genevoise des écrivains, madame la présidente de la Société genevoise de généalogie, monsieur le président de l'association suisse des sous-officiers section de Genève, de même que monsieur le président de la vieille garde de cette société, monsieur le président et madame la secrétaire de In Memoriam,
Monsieur le directeur de la musique de marche de la Compagnie des Vieux Grenadiers de Genève, Monsieur le président des Fêtes Costumées de Genève, dont vous avez de magnifiques illustrations qui se baladent dans le jardin et ici dans nos salons, Monsieur le secrétaire de Pro-Suisse, co-sponsor de cette journée, Madame la représentante de Givaudan, sponsor du parfum du four, vous avez compris maintenant, Monsieur le président de l'association des Amis du Panorama de la bataille de Morat, 1476-76 pour nos compatriotes français, Madame la secrétaire de l'association Bourbaki et Verrières, Monsieur le directeur du fort de Chillon, Madame la professeure de l'hymnogéologie de l'Université de Genève, j'arrive au bout. Monsieur le vice-président de l'amicale des fourriers genevois, qui, avec sa brigade, aura la redoutable charge d'assurer notre repas de midi, Mesdames et messieurs, en vos noms et qualités, Mesdames et messieurs, chers amis, j'invite Monsieur Alfonso Gomes, maire de Genève, pour le message du conseil administratif de la cité et le lancement officiel de cette journée de commémoration. Merci beaucoup. Les salutations protocolaires ayant été faites avec brio et je leur remercie par Monsieur Louis. Permettez-moi simplement de vous saluer chacune et chacun vos titres et fonctions. Mesdames, Messieurs, c'est en qualité de maire de la ville de Genève que je vous parle et c'est pour moi un grand honneur et surtout un très grand plaisir d'être à vos côtés à l'occasion de cette magnifique journée commémorative qui vise à honorer la mémoire d'un grand homme dont les noms aujourd'hui résonnent non seulement dans notre belle ville de Genève mais également dans la Suisse. C'est fait partie intégrante évidemment et ô combien importante de son histoire, mais c'est aussi un nom qui résonne en Europe et qui résonne aujourd'hui à travers l'œuvre qu'il a accomplie à travers le monde. Il y a, cela a été dit, 150 ans, 14 juillet 1875, disparaissait ce général, mais aussi ingénieur, mais aussi urbaniste, cartographe et surtout humaniste de génie, dont l'héritage encore aujourd'hui continue à nous façonner, à façonner notre ville, notre canton, notre pays et aussi le monde à travers, on y reviendra, à la grande œuvre qu'est le Comité international de la Croix-Rouge. Un homme d'une intelligence rare, l'un des brillants citoyens de Genève qui incarne aujourd'hui encore des valeurs qui résonnent en nous, en tout cas en moi, mais je sais aussi en vous, avec énormément de force. Guillaume-Henri Dufour, d'abord, ce fut un bâtisseur de paix, un bâtisseur qui a été marqué par un temps qui connaissait énormément de divisions. Sa conduite durant la guerre de Sonderbund, où il sut mêler ce génie de stratégie militaire, mais aussi sa très grande habileté diplomatique et ses grandes valeurs morales, reste un exemple éclatant de respect des droits humains et dans les pires circonstances, cela a été dû grâce à un homme au leadership, comme on dit aujourd'hui, éclairé. Leadership bien rare, il faut le reconnaître aujourd'hui, pour ne pas dire quasiment inexistant parmi nos dirigeants dans le monde. Cet héritage, mesdames et messieurs, il dépasse largement cette période historique. Il a fondé un socle sur lequel Genève, puis la Suisse, ont pu s'élever vers une modernité qui est respectueuse des valeurs humaines, de sa nature également. Ainsi, l'œuvre de Guillaume-Henri Dufour est multiple. Comme je le disais, ingénieur, il redessine notamment, évidemment, le pourtour de la rade de Genève. Il offre ainsi à notre ville son cachet de carte postale, en tout cas d'une des plus belles rades, si ce n'est pas la plus belle, d'une des plus belles rades du monde. Cartographe, il révolutionna la représentation géographique de notre pays. Il va œuvrer pour une Suisse unie,
mais respectueuse de ses différences. Humaniste, il fut aux côtés d'Henri Dunant, l'un des fondateurs de la Croix-Rouge suisse et du Comité international de la Croix-Rouge. Toute sa vie, il a incarné l'alliance entre savoir, sens moral et deux valeurs qui pour moi sont extrêmement importantes, l'engagement et le courage. Aujourd'hui, alors même que Genève et le monde font face à des défis sans précédent, qu'il s'agisse du changement climatique, mais aussi des tensions sociales, des crises migratoires ou encore de la complexité croissante des relations internationales qui voient même une partie de cette œuvre magistrale du Comité international qu'est le droit international humanitaire être bafouée. Et c'est dans ce sens que nous avons voulu que le 1er août cette année, l'invité d'honneur soit le CICR pour mettre en avant cette œuvre remarquable. Eh bien, l'héritage de Guillaume-Henri Dufour nous offre en tout cas une source d'inspiration plus que précieuse, je dirais même indispensable. C'est sa vision d'un engagement au service du bien commun que nous rappelons aujourd'hui. Nous rappelons aussi l'importance d'agir ensemble, avec responsabilité, avec solidarité et avec respect. Sa capacité à chercher la paix au cœur des conflits nous incite à privilégier, bien entendu, cette approche, l'approche de dialogue, l'approche de compréhension, l'approche de respect, la diplomatie plutôt que la division. Et puis, il y a aussi un aspect qui parfois est oublié, qui me semble aujourd'hui dans les temps contemporains extrêmement important, c'est sa rigueur scientifique, qui nous invite à relever toute une série de défis, comme les défis environnementaux, avec méthode, avec précision, nous appuyons sur la connaissance et l'innovation pour protéger nous-mêmes, nous protéger et protéger notre planète. Et si je dis ça, c'est qu'en ces temps réactionnaires, obscurantistes, où certains politiques remettent en cause les sciences et les scientifiques, il est bon de rappeler et de relever l'apport de nos ingénieurs qui ont construit la Suisse, de nos médecins qui ont porté nos valeurs, des physiciens, des météorologues et leur puissant apport pour le progrès et le bien-être de notre pays et de ses habitants. Genève, c'est une ville de paix, une ville de la diplomatie, plus que jamais appelée à poursuivre ses différentes missions pour ce bien commun. Et je suis heureux de pouvoir rendre hommage aujourd'hui à ce grand homme engagé et courageux. Je suis ravi également de pouvoir saluer le formidable travail qui a été mené par la Fondation Maison Dufour, qui s'engage depuis plusieurs années pour préserver, faire vivre et transmettre aux générations actuelles cet héritage important. Mesdames, Messieurs, en ces jours de commémoration, célébrons non seulement la mémoire du général Dufour, mais aussi le modèle qu'il représente pour notre époque. Que son engagement, son humanisme continue d'éclairer nos chemins, qu'il continue de nous inspirer pour bâtir cette société que nous voulons plus juste, plus pacifique, plus durable, plus respectueuse de la science et du droit. Je vous remercie en tout cas de votre attention et je vous souhaite surtout une très belle journée commémorative. Merci beaucoup. Je porte maintenant la parole à M. Marc Studer, coordinateur des commémorations de ce 150e anniversaire, en particulier de cette journée commémorative des funérailles de notre général. Cher Marc. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ces commémorations du 150e, une année festive qui va durer toute l'année et qui a débuté le 21 janvier ici à la Maison Dufour et qui s'achèvera le 22 novembre au Musée d'Art et d'Histoire de Genève. Le comité d'organisation a souhaité lancer des impulsions en invitant tout un chacun à s'approprier Dufour durant toute cette année 2025 selon sa sensibilité, Dufour ayant toujours mené ses actions au-dessus des querelles intestines. Chacun devrait donc se reconnaître dans tout ou partie de ses valeurs.
Une manière aussi de rappeler que derrière ce grade militaire urticant, pour ceux qui ignorent son parcours, se cache une personnalité qui, selon la formule de son descendant, Olivier Reverdin, n'était pas un génie, mais avait des talents supérieurs qu'il a su utiliser. Comme Guisan, ce général immanquablement collé à son nom se vaut plutôt paternaliste, comme un gage d'assurance et de protection qui unit les Suisses. Vous pourrez retrouver tous les événements à venir ou passer de cette année sur le site des salons à la page Agenda 2025. Et puis, cette manifestation d'aujourd'hui, nous l'avons souhaitée comme un regard multidirectionnel sur un personnage multifacette. C'est en tout cas ce qu'essaye de traduire la plaquette que vous avez reçue à l'entrée. Je tiens à vous remercier, Monsieur le maire, de nous apporter les salutations du conseil administratif et de lancer officiellement ce marathon orchestré avec le brio qu'on lui connaît par notre estimé maître de cérémonie qu'on ne présente plus. Le programme de la journée étant passablement chronophage, nous avons divisé la journée en 5 modules. Vous aurez un premier module qui va se concentrer sur le 150e anniversaire de sa mort. Dufour n'est plus, on est dans l'intimité de sa maison de Contamine. Et comme au journal télévisé, les témoignages, hommages et autres reflets filmés vont se succéder. Ils seront brefs. Je tiens d'ores et déjà donc à m'excuser, comme je l'ai fait tout à l'heure, auprès de ceux que les 59 places d'accueil de cette salle obligent à cantonner dans l'antichambre arrière, et vous assure que ce sera pire à 14h, puisque nous passerons de 80 à 110 personnes. La deuxième partie de ce module, numéro 1, sera l'occasion de parler des hommages qui ont déjà été rendus à l'étranger et en Suisse ces dernières années. Le module 2, ça sera l'occasion du buffet dînatoire où, donc on l'a dit, Tommy Feun et sa brigade vont essayer de vous offrir quelque chose de, comme Dufour l'aurait voulu, de sobre, simple, bon et, on l'espère, suffisant. Le module 3 servira de transition entre la mort et les funérailles de Dufour, entre Contamine et le cimetière des Rois. La partie officielle sera inaugurée par Madame la conseillère d'État Caroline Cast et sera suivie de 6 interventions de 10 minutes permettant d'évoquer les gros chantiers de Dufour. Une petite séance de fitness vous amènera en 60 minutes chrono de la campagne de Contamine, comme on l'appelait, jusqu'au cimetière des Rois, où la commémoration débutera à 16h30 avec un détachement des vieux artilleurs du commandant Jean-Pierre Barras, qui est avec nous, et des fêtes costumées de Philippe Blin, que vous avez déjà pu admirer tout à l'heure, qui vont nous guider sur la tombe. Un détachement de 50 vieux grenadiers lancera le module 4 à 18h45. Nous entendrons 2 discours historiques prononcés le 16 juillet 1875 sur la tombe, et nous entendrons de Dominique Louis quelques compte rendu de presse des journées du 15, 16 et 17 juillet de cette année, entrecoupés par des morceaux joués par la musique de marche des Vieux Grenadiers, dirigée par Christian Salin, qui est avec nous ce matin. 180 personnes sont d'ores et déjà attendues pour ce module. Enfin, le module 5 final sera géré par la noble Société des exercices de l'arquebuse et de la navigation, qui nous offrira le cocktail dînatoire final. Un grand merci à Léane, l'association, et à son président, Christian Fleury, pour leur générosité et l'organisation de ce module, qui va promettre d'être aussi passionnant avec 3 interventions historiques, 2 morceaux de la musique de marche et des danses du 1er et 2e Empire. Au nom du comité du 150e, je vous souhaite d'ores et déjà une belle journée. Merci, Monsieur le Président. Je vous propose, chers amis, maintenant de remonter dans le temps au jour du baptême de notre général, le 7 octobre 1787, à Constance. Prêtez bien attention au contenu historique et prémonitoire. C'est la comédienne Lauriane Cherpillon qui incarne le rôle d'Annette, la fille aînée de Dufour, accompagnée au piano
par sa sœur Louise Françoise, jouée par Patricia Siffert. Le film. Je voudrais vous lire un petit texte pour commencer, un poème qui avait été écrit pour mon papa à l'occasion de son baptême par M. Chaponnière. Ami du four, dans ta famille, il vient de naître un beau poupon, portant sur sa mine gentille tous les signes d'un franc luron. Guidé par les soins de sa mère, il marchera toujours au bien. Patriote comme son père, il veut être un bon citoyen. Déjà pour fuir la tyrannie du four noir pour d'autres climats, croyant jouir en Hibernie d'un bonheur qu'il n'y trouve pas. Abusé dans son espérance, loin de retourner au pays, il vient se fixer à Constance, où du ciel il obtient un fils. Pour avoir dans la République osé prêcher l'égalité, victime d'un Sénat inique, son aïeul fut persécuté. Sorti d'une si bonne race, où brille maint cœur généreux, de ses parents suivant la trace, Guillaume Henri fera comme eux. Allons amis, prenons un verre, et que chacun porte gaiement une santé qui nous est chère, au père, à la mère, à l'enfant. Mais si bientôt, brisant ses chaînes, Genève rappelle en son sein ceux qui sur des rives lointaines vont chercher un meilleur destin, alors rentrés dans la patrie, nous verrons le petit Grivois, par ses vertus et son génie, honorer le nom genevois. Que jamais de leur existence le chagrin n'afflige le cours, et que la bonne providence veuille les protéger toujours. Et pour ces 78 ans, nous avons rajouté: eh bien, depuis que Chaponnière écrivit ces charmants couplets, en fêtant l'anniversaire 78 ans après, il n'est pas besoin de prédire ce que Guillaume Henri sera. Avec orgueil, nous pourrons dire: jamais son nom ne périra. 20 ans lorsqu'il fait ses écoles à Paris, 30 ans lorsqu'il renonce à sa nationalité française pour rentrer à Genève, devenu canton suisse, République et canton de Genève, en 1815. Autant dire que ces 20 ans ont façonné le jeune Dufour. Je passe donc la parole au docteur Alain-Jacques Cruz-Tornard, historien, spécialiste des relations franco-suisses. Monsieur Tornard, je vous porte la parole. Merci beaucoup. Vous avez d'ailleurs tout dit, hein, l'essentiel est dit. Il est mort un 14 juillet, tout un symbole, n'est-ce pas, pour le plus français des Suisses. Alors, c'est vrai, n'oublions pas que Genève était en France. Hein, c'était la France jusqu'en 1813, fin 13. Et donc, très rapidement, il fait partie de l'armée française. Enfin, d'abord, il va intégrer l'école polytechnique à Paris et aussi l'école d'application de Metz. Et c'est là qu'il apprend tout, hein. L'architecte, le créateur de ponts, le cartographe, tout, il s'initie vraiment à tout cela en France. En 1809, il est envoyé à Corfou, parce qu'il intègre l'armée française. À Corfou, d'ailleurs, il a droit à sa seule grande blessure, c'est au service de France. Il sera même fait prisonnier, il est rapatrié en 1814, et en 1815, ce fervent bonapartiste va contribuer à la défense de Lyon. C'est lui qui contribue aux fortifications à Lyon. Alors après, il y a un dilemme pour lui. 1816, on lui propose un poste important à Briançon, mais lui... il y a quand même la fibre patriotique genevois qui résonne en lui, et il veut rentrer à Genève, où il va aussi grimper, il va reprendre son grade, il va grimper, lieutenant-colonel, etc. Et il va surtout s'intéresser à participer à la création d'une école d'officiers
une école militaire à Thun, parce qu'il sait bien ce qui s'est passé en 1815. C'est quelque chose qui a non dit de l'histoire suisse. Hein. Les Suisses ont envahi la France en Franche-Comté, puis ça s'est pas très très bien passé. C'était vraiment assez, comment dirais-je, chaotique. Et donc, il se rend compte qu'il faut vraiment créer quelque chose d'important. Pour lui, c'est si important qu'en 1829, il va refuser de devenir le précepteur de quelqu'un que vous connaissez tous, Louis-Napoléon, le futur Napoléon III. Oui, ça a commencé par un refus. Et après, bon, il l'accepte à l'école de Thun. Vous savez les liens qui ont pu être entretenus à ce moment-là, les liens très forts du maître à élève. D'ailleurs, nous avons des phrases de Napoléon III qui disait « Chaque jour qui s'écoule me fait regretter de plus en plus de n'avoir pas été élevé et instruit. Par vous, je serai bien plus à la hauteur des événements. » Vous voyez, de ce qu'il lui doit. Donc, dans les années qui suivent, il va jouer un rôle important, vous savez, lors de différentes mobilisations, notamment en 1836, quand il y a une menace française, à cause de Louis-Napoléon, justement. Il participe à tout cela. Et ensuite, Napoléon III finit par accéder au pouvoir, et c'est là qu'il joue à nouveau un rôle très important, parce qu'il y a différents problèmes qui se posent à la Suisse, en particulier du côté de Neuchâtel, en 1856. Donc, quand il y a un problème, c'est lui qu'on envoie à Paris. Bon, en l'occurrence, Napoléon III ne veut pas trop se mêler de cette affaire, mais c'est quand même en 1857 que sera réglée définitivement la question de Neuchâtel. En 1860, il y a la question aussi de la Savoie, il y participe naturellement, et ainsi de suite. D'ailleurs, on pourrait multiplier les exemples de sa participation. Il est très impliqué aussi dans le monde de l'économie, hein. Par exemple, dans la compagnie genevoise de Sétif, il fait partie du PLM, le Paris-Lyon-Méditerranée, du membre du conseil d'administration. Donc c'est un rôle extrêmement important. Alors, Marc Studer m'avait demandé d'évoquer tellement de choses, mais on dépasserait naturellement totalement le cadre de ça mériterait naturellement une conférence en soi, mais il va par exemple participer aussi en sous-main un petit peu en 1855 à la création de la deuxième légion étrangère, la fameuse légion suisse qui était commandée par Ulrich Oxenbein, un des fondateurs de la Suisse moderne en 1848. En 1800, après la chute de Napoléon III, il restera encore très lié à cette France qu'il a beaucoup aimée. L'interdiction du port des décorations étrangères, c'est un peu à cause de lui aussi qu'on le doit, parce que vous savez qu'on n'a pas beaucoup de médailles en Suisse, médaille de la fidélité de l'éthique, médaille du 10 août, mais on trouvait qu'il y avait beaucoup de médailles qu'il avait reçues de la France, donc on a fait une loi spéciale en Suisse, pour ça qu'il n'y a pas de grande médaille, on n'a pas le droit, si on est fonctionnaire fédéral, de porter une médaille. Et donc, voilà pourquoi... à cause de lui, on ne peut pas porter de grandes médailles étrangères si on est, il faut être à la retraite, comme moi, ou ne pas être fonctionnaire. Voilà. Je crois que j'ai tout dit l'essentiel. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de découvrir en images 3 facettes de la personnalité de notre général, révélées durant la guerre civile du Sonderbund. Tout d'abord, la retenue avec la proclamation aux soldats confédérés le 5 novembre 1847. Dufour est incarné par le comédien Jean Viniguer dans cet extrait de la pièce de théâtre Dufour chez Dufour. Soldats confédérés, je n'ai que quelques mots à vous dire en ce moment solennel. C'est pour faire exécuter les décrets de la Diète, l'autorité supérieure de la Suisse, que vous avez été appelés à sortir de vos cantonnements. La Suisse a déployé la bannière nationale sous laquelle tout bon citoyen doit se rallier. N'oubliez pas que votre devoir le plus sacré est de la défendre de toute votre énergie, et même au prix de votre sang. Soldats, il faut sortir de cette lutte non seulement victorieux, mais encore sans reproche. Il faut qu'on puisse dire de vous, ils ont vaillamment combattu, mais ils se sont montrés partout humains et généreux.
Je mets sous votre sauvegarde les enfants, les femmes, les vieillards et les ministres de la religion. Celui qui porte la main sur une personne inoffensive se déshonore et souille son drapeau. Les prisonniers, surtout les blessés, méritent vos égards et votre compassion. Vous vous êtes souvent trouvés avec eux dans les mêmes camps. Vous ne ferez aucun dégât dans les campagnes. Vous saurez supporter les privations momentanées que la saison peut amener. Il y a plus de mérite à supporter les fatigues et les privations de la vie militaire qu'à déployer du courage sur un champ de bataille. Si tout se passe comme je l'espère, la campagne ne sera pas longue et vous rentrerez dans vos foyers avec la satisfaction d'avoir fait respecter l'indépendance de la patrie et sa neutralité. Après la retenue, la détermination. Avec cette question, que se serait-il passé si Fribourg n'avait pas capitulé? Dufour est incarné par l'acteur Michel Voïta dans ce rage de film de la radio-télévision suisse de 2013 qui s'intitule « Dufour, le général qui a sauvé la Suisse ». Comment expliquez-vous que vous ayez gagné si rapidement cette guerre du Sonderbund, qui était quand même une guerre civile, qui a déchiré ce pays? La guerre civile est la pire guerre qui puisse y avoir. Donc, il fallait faire très vite. Très, très vite. Le principe était relativement simple. Fribourg était isolé, et les cantons primitifs plus le Valais représentant une force et une masse. J'ai pris des décisions qui étaient des décisions de Napoléon, entre guillemets, enfin venant de Napoléon, c'est-à-dire qu'il fallait faire vite, il fallait frapper fort, il fallait marquer tous les esprits. Nous avons encerclé Fribourg, nous sommes arrivés, ils nous attendaient par Berne, nous sommes arrivés par Berne, j'ai placé une division en ce moment-là, on a fait un peu de bruit, et pendant ce temps-là, j'ai placé 3 divisions derrière leur tour de protection, à l'arrière de Fribourg. Et puis, j'ai fait cette chose que j'enseignais à Thun, c'est-à-dire que j'ai envoyé une estafette dévoilant mes positions, avec le nombre de divisions, donnant tous les renseignements, et disant, vous avez 24 heures pour vous rendre. Autrement, ça sera le massacre. Mais l'autre objectif, c'était aussi faire le moins de victimes possible. Et donc, ils se sont rendus. Donc, il n'y a pas eu de victimes. Il y a eu 2 victimes, mais enfin presque rien. Ensuite, ça a impressionné quand même pas mal de monde. Et lorsque nous sommes présentés devant Lucerne, également, nous avions une force énorme à ce moment-là. Et donc, nous avons pu réduire en 25 jours. Nous avons éteint cette guerre en 25 jours. Nous avons tout fait pour ne pas humilier les vaincus. Tout fait pour ça. La discipline était terrible pour que les soldats ne se servent pas sur la population, jamais. J'ai reçu tous les notables des cantons vaincus, je les recevais avec tous les honneurs, toujours, tout le temps. Et cette chose-là a permis que cette guerre, le combat, entre guillemets, a duré 25 jours, et cette guerre a pu se résoudre. Et ensuite, j'ai été reçu partout, à Lucerne, à Ory, avec gentillesse et respect. Et donc, l'unité de la Suisse a pu être préservée. Donc vous étiez en quelque sorte un général pacifiste? Non, pas pacifiste, parce que je suis militaire. Donc un militaire n'est pas un pacifiste. Un pacificateur, oui. Ça oui, très volontiers. Mais pacifiste, non. C'est-à-dire que si Fribourg avait décidé de prendre les armes et on n'avait pas voulu se rendre, il y aurait eu un massacre qui aurait dû être exemplaire pour que d'autres ne se reproduisent pas, et je l'aurais ordonné. J'étais prêt au massacre, mais je donne la possibilité à Fribourg de se rendre. Et s'ils se rendent, les troupes fédérales étaient suffisamment disciplinées pour qu'il n'y ait
aucun acte de déprédation, aucune agressivité envers les gens d'église ni les populations. C'était quelque chose qui était très important pour moi, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de faire des cicatrices trop graves dans ce pays. Il fallait que ce pays puisse se relever de cette guerre civile, et donc mon action est une action militaire, mais politique. Je pensais à l'après-guerre. Enfin, troisième élément, le témoignage de l'épouse du général, Suzanne, née Bonneton, incarnée par l'actrice Barbara Tobola, dans un autre rush de ce même film de la radio-télévision suisse de 2013. Lors de la campagne, il se déplaçait très souvent tout seul en calèche, parce que les quartiers généraux étaient vraiment dispersés. Donc il était constamment sur la route. Et il devait franchir souvent les bataillons ennemis tout seul, sans protection. Là, je me suis beaucoup inquiétée. Parlons, si vous le voulez bien, de sa nomination comme général à la tête de cette armée suisse. Vous êtes bien placé pour le savoir, qu'il a pas mal tergiversé avant d'accepter cette nomination. Non, Henri est un soldat et il n'a jamais failli à son devoir. Ce qui l'inquiétait et ce qu'il ne voulait pas, c'était que les politiciens lui dictent sa conduite, surtout les radicaux fanatiques. Il voulait vraiment mener cette guerre à sa façon, sans blesser des gens désarmés, sans faire beaucoup de victimes. Et par chance, il a réussi. Oui, il a réussi, c'est même devenu un héros national. Il a touché une forte somme d'argent de la diète pour ce succès. Il est maintenant connu dans toute l'Europe, il fréquente la cour de Napoléon III. Est-ce que toute cette gloire ne lui est pas montée à la tête? Oh non, absolument pas, il est resté le même homme. C'est vrai qu'avant que nous recevions, qu'Henri reçoive cette somme considérable pour sa maîtrise de la guerre du Sonderbund, eh bien nous vivions de manière tout à fait modeste, avec son revenu d'ingénieur cantonal. Et même quelquefois, Annette, notre fille, a vendu quelques portraits pour aider la famille. Mais le budget était serré à ce point? Oui. Alors aujourd'hui, il y a des honneurs, il y a notamment ses visites à Paris. Est-ce que c'est devenu un homme mondain, le général Dufour? Oh non, pas du tout. Non, Henri n'aime pas ça, les mondanités, les bals, ça ne l'intéresse pas. S'il se rend à la cour de Napoléon III, c'est simplement parce que Henri a été l'instructeur militaire de Napoléon, simplement. Donc il fuit les mondanités, c'est resté un soldat? C'est resté un soldat, un bon père de famille, un très bel époux. Il est resté fidèle à lui-même. En 1848, pour sa gestion exemplaire de la guerre civile, la Société bourgeoisiale des marchands de la ville de Berne a offert à Dufour les armes que vous voyez à l'écran. Leur président, M. Lobmann Hans-Willy Chance, a bien voulu nous adresser quelques mots. J'invite M. Laurent Aubert, descendant du général Dufour, à nous en donner lecture. Merci. En mémoire de Guillaume-Henri Dufour, en 1848, le général Guillaume-Henri Dufour est devenu le premier, et jusqu'à présent le seul, à recevoir le droit de citoyenneté de la Bürgerliche Gesellschaft zu Kaufleuten Bern, à titre honorifique, puis le droit de bourgeoisie de la Burgergemeinde Bern. Cette admission a eu lieu à l'instigation de membres de la société qui avaient participé à la guerre du Sonderbund, en reconnaissance de sa direction exceptionnelle, également appréciée avec gratitude par l'adversaire, qui a permis de mettre fin rapidement à la guerre civile sans effusion de sang. Dufour était non seulement un général, mais aussi un humaniste. Sa maxime de commandement: il faut sortir de cette lutte non seulement victorieux, mais aussi sans reproche, a permis la réconciliation et la création de l'État fédéral. On peut dire sans hésiter que sans Dufour, il n'y aurait pas de Suisse. D'autres rendront hommage à ces autres grands mérites pour notre pays. Je souhaiterais qu'il y ait des leaders comme Dufour dans les conflits actuels. Le monde serait un endroit meilleur. Berne, le 10 juillet 2025, Hans-Uli Chance,
Hofmann, donc président de la Bürgerliche Gesellschaft zu Kaufleuten Bern, la société civique des commerçants de Berne. Merci. Sur ces mêmes armes, vous reconnaîtrez peut-être les deux gaffes de la ville de Bienne et l'étoile de Thun, deux cités qui ont offert à Dufour la bourgeoisie d'honneur, à l'image du canton du Tessin que j'évoquais tout à l'heure. Madame la maire de la ville de Bienne nous a également adressé un chaleureux message, et je prie pour ce faire Madame Claire Paillot-Martin, descendante du général Dufour et co-représentante de la famille de Dufour au sein du conseil de la fondation Maison Dufour, de nous en donner la lecture. Chère Madame. Merci. Je suis très honorée et heureuse de pouvoir lire ce texte, parce que non seulement je suis membre de la Fondation Dufour, mais j'ai vécu dans cette maison presque une vingtaine d'années avec mes deux sœurs, mon frère, mes parents, puisque c'est ma grand-mère, qui était l'arrière-petite-fille du général Dufour, avait hérité ce domaine, qu'elle a ensuite légué à son fils, mon père, et nous sommes venus habiter là. Et en fait, j'ai eu le privilège de vivre ici jusqu'à mon mariage. Alors, je vais vous lire cette belle lettre de la maire de Bienne, qui commence comme ceci. Mesdames, Messieurs, à vos titres et fonctions, vous êtes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire d'un homme qui a profondément marqué l'histoire de la Suisse, le général Guillaume-Henri Dufour, décédé il y a 150 ans, en 1875. À Bienne, son nom fait partie de notre paysage quotidien. La rue Dufour nous le rappelle, tout comme le fait que notre ville eut l'honneur de lui accorder la bourgeoisie biennoise, témoignage éloquent de la reconnaissance qu'il a suscité de son vivant, déjà bien au-delà de sa ville natale de Genève. Ce lien entre Dufour et Bienne ne s'est pas arrêté là. En 1848, alors qu'il était écarté à Genève pour des raisons politiques, ce sont les électrices et les électeurs biennois qui lui ont offert une large confiance. Il fut ainsi le tout premier conseiller national du Zéland bernois, avec un résultat presque unanime à Bienne, ce qui le conduisit à remercier publiquement la ville pour son soutien. Dufour siégea ensuite jusqu'en 1854 au Conseil national, avant de représenter Genève au Conseil des États. En son honneur, Bienne a aussi donné son nom à une grande artère, la rue du Général Dufour, aménagée dès 1882, et un café bien connu du début du XXe siècle portait également son nom. Aujourd'hui, cette mémoire s'inscrit dans nos rues, dans nos écoles et notre histoire locale. Le général Dufour fut bien plus qu'un militaire. Il fut un homme de science, un humaniste, un bâtisseur de la Suisse moderne. Son action décisive lors de la guerre du Sonderbund, qu'il mena avec fermeté, mais aussi retenue, a permis à notre pays d'éviter que la guerre ne dégénère et de poser les bases de l'État fédéral que nous connaissons aujourd'hui. Il fut un artisan de la paix, un homme d'équilibre. Visionnaire, il fut aussi à l'origine de la carte Dufour, la première carte topographique officielle de la Suisse, et l'un des fondateurs du Comité international de la Croix-Rouge, dont il présida la première réunion en 1864 aux côtés d'Henri Dunant. Célébrer aujourd'hui le 150e anniversaire de sa disparition, c'est rappeler que la paix ne va jamais de soi, qu'elle est une œuvre patiente, souvent silencieuse, mais toujours essentielle. C'est aussi réaffirmer notre attachement aux valeurs d'humanité, de dialogue et d'unité que le général Dufour a portées avec courage et clarté, et qui sont aujourd'hui toujours aussi actuelles. À Bienne, ces valeurs prennent un sens particulier. Ville bilingue, diverse et multiculturelle, Bienne est un lieu de cohabitation et d'ouverture où des personnes venues de tous horizons construisent ensemble une société fondée sur la compréhension mutuelle et le vivre ensemble. Nous savons que la diversité est une richesse,
mais qu'elle exige un engagement quotidien pour garantir la cohésion sociale et la paix partagée. En tant que maire de Bienne, une ville profondément attachée à la démocratie, au pluralisme et à la paix sociale, je suis fière que notre cité reconnaisse et continue de porter l'héritage du général Dufour. Son nom, ici à Bienne, ne désigne pas seulement une rue, il évoque une mémoire vivante, une idée de la Suisse qui nous inspire encore aujourd'hui. Que son exemple continue de guider notre engagement pour un avenir fondé sur la compréhension, la solidarité et le respect de tous. Signé la maire de Bienne, Glenda González Bassi. Merci, chère madame. Vous êtes l'incarnation de la mémoire de notre général qui ne cesse de perdurer au fil des gens et à l'avenir. J'invite maintenant madame Christina Colla, présidente de la Société genevoise des écrivains, à évoquer un autre chapitre de l'œuvre de notre général. Dufour et ses écrits, les écrits de Dufour. Bien sûr, il ne s'agit pas de littérature. Laissons la littérature à ses contemporains, comme Amiel, auteur de 70 000 pages de journal intime, ou à Rodolphe Töpfer, précurseur de la bande dessinée. Et n'oublions pas Germaine de Staël, dans son château de Coppet, avec ses écrits politiques qui ont dépassé les frontières. Concernant Dufour, il s'agit surtout de mots d'ordre, de cours, et surtout d'une abondante correspondance privée, professionnelle et familiale. S'il fallait choisir de citer qu'un seul des écrits de Guillaume-Henri Dufour, ce serait la célèbre adresse aux soldats avant la guerre éclair du Sonderboon en 1847. Cet extrait, vous allez certainement l'entendre, vous l'avez déjà entendu à plusieurs reprises aujourd'hui lors de cette commémoration. En voici une version un peu raccourcie mais essentielle. Soldats, il faut sortir de cette lutte non seulement victorieux, mais encore sans reproche. Je mets donc sous votre sauvegarde les enfants, les femmes, les vieillards et les ministres de la religion. Les prisonniers et surtout les blessés méritent d'autant plus vos égards et votre compassion que vous vous êtes souvent trouvés avec eux dans les mêmes camps. Texte fondamental qui inspirera la fondation de la Croix-Rouge avec un autre écrit qui eut un fort impact à l'époque, évidemment le récit de la bataille de Solferino par Henri Dunant. Puissance et pouvoir de l'écrit. Les écrits de Dufour sont présents sous la forme de sa correspondance et en particulier des 700 lettres conservées adressées à sa famille. Lettres répertoriées en 10 portefeuilles gardés dans ses archives. Ces lettres couvrant 60 ans, de 1807 à 1868, ont fait l'objet de savantes communications et analyses, même parmi des gens du public, je crois. Globalement, le ton dans les diverses lettres du Dufour n'est pas si différent et révèle un homme précis, intègre et très humain. Citons quelques extraits qui éclairent le personnage, les divers aspects de sa riche personnalité. Voici un survol rapide, chronologique, un choix personnel et évidemment subjectif. Pour la première lettre, il est nécessaire de situer le contexte, mais vous l'avez déjà entendu, donc vous savez que Genève était annexée à la France et que ça permettait à Dufour d'avoir cette nationalité. Cette nationalité qu'il perd au moment où Genève devient indépendante. Et il adresse à ce moment, en 1815, alors qu'il est âgé de 28 ans, une lettre au colonel Vaudran, chef du génie. Voici cette lettre. « Je ne suis plus français que de cœur. Je me sépare de ce corps du génie si distingué et dont je me glorifiais d'être membre.
Je fais le sacrifice de 10 années de travaux. Je renonce à tous les avantages de mon état sans savoir ce que je vais entreprendre. Heureux si rentré dans la classe des citoyens suisses, je peux y trouver le repos de l'âme. Heureux si mes faibles talents peuvent être de quelque utilité à mes concitoyens. Dufour, comme on le sait, a enseigné à l'Académie de Genève. Et on retrouve ce côté pédagogue dans une de ses lettres à sa fille aînée Annette, alors âgée de 13 ans. Il va l'encourager au fil des ans dans ses talents d'aquarelliste et de portraitiste. Sa lettre de 1831 lui dit « Pour ce qui est de la perspective, rappelle-toi seulement de cette règle fort simple que toutes les lignes doivent aller concourir à un même point de l'horizon, de telle sorte que celles qui sont plus hautes que l'œil doivent être représentées descendantes et que celles qui sont plus bas doivent l'être montantes. » Il lui dira encore en 1836, donc 5 ans plus tard, « Ce n'est qu'avec la persévérance qu'on peut arriver à quelque chose, et surtout dans les arts. » La correspondance de Dufour montre à quel point il apprécie la vie de famille. Il a 4 filles, comme on le sait. On est bien heureux d'être père quand on a d'aussi bons et braves enfants. Je ne regrette qu'une chose, c'est que ma position m'oblige de temps à autre à m'en séparer si longtemps. Je voudrais jouir pleinement de leur aimable et douce société. Mais dans ce monde, on fait rarement ce qu'on désire. Et la sagesse consiste à supporter sans murmure sa destinée. Propos philosophiques de celui qui, 6 ans plus tard, à l'âge de 60 ans, sera nommé général pour mettre fin aux conflits internes, intercantonaux, interconfessionnels de la Suisse. En politique, Dufour peut se montrer très critique au sujet des antagonismes, comme il l'évoque dans une lettre à Annette, où il critique le manque de tolérance, où il dit que les haines sont invétérées et les divisions profondes. Les adversaires politiques ici, il parle de Genève, non seulement ne se réunissent pas, mais ils ne se saluent pas quand ils se rencontrent dans les rues. C'est un des principaux motifs que j'ai de vivre retiré, car j'ai des connaissances dans les 2 camps. Après la campagne de Sonderbourg, le 15 novembre 1847, il écrira, toujours à Annette, « La campagne était courte, mais laborieuse. Je reçois des félicitations. On voulait me donner une sérénade ce soir. Je suis heureusement parvenu à détourner ce coup. Je me porte bien, et j'ai supporté la fatigue de la guerre comme un jeune homme. » Voilà, ces extraits de correspondance auront, je l'espère, contribué à donner quelques touches au portrait moral du personnage. Qu'en est-il de son portrait physique? Lorsqu'il s'agit de nos jours de montrer une image de Guillaume-Henri Dufour, la tâche n'est pas aisée. Il semble souvent si austère. Découvrir ses propres commentaires à ce sujet apporte cependant un certain réconfort. Voici ce qu'il nous dit. « Je continue à bien me porter, excepté dans mes portraits. » C'est sur cette dernière image que je conclurai ce bref aperçu qui nous aura permis, je l'espère, un contact plus intime avec la pensée et les sentiments de Guillaume-Henri Dufour. Dernier intervenant de cette première moitié de matinée, je prie M. André Maury, président de In Memoriam, de bien vouloir venir jusqu'à moi. Il s'exprimera sur le thème « Dufour n'est plus, In Memoriam », Monsieur le Président. C'est toujours difficile de s'exprimer avant la pause. C'est un peu comme la montée d'un col. Le plus dur, c'est d'y arriver. Après, c'est que de la descente. Je suis le lieutenant-colonel André Maury, 8e président de l'association In Memoriam Genève, membre du cercle Dufour.
Après plus de 100 ans d'existence, nous avons l'honneur et le privilège de nous trouver dans cette demeure où le général Dufour a vécu. Nous commémorons aujourd'hui le 150e anniversaire du décès d'une personnalité qui a été d'une importance capitale pour notre pays. Le général Guillaume-Henri Dufour, comme déjà évoqué au cours de cette journée, était ingénieur, professeur à l'académie, instructeur des officiers d'artillerie à Tourne, nommé topographe à l'origine de la cartographie suisse, celle-ci connue sous le nom de carte Dufour. Il fut par la suite nommé général par la Diète fédérale, commandant et chef de l'armée suisse, chargé de pacifier le pays d'une période trouble causée par des bêtes questions religieuses, la guerre du Sonderbund. Il le fit avec tant de rapidité, d'humanité et d'esprit de conciliation qu'il devint du jour au lendemain un héros national. Il fut fêté non pas comme vainqueur du Sonderbund, mais comme pacificateur de la Suisse. L'horreur des morts, des blessés, du deuil et de la pauvreté des familles laissées par les guerres l'ont motivé à œuvrer pour diminuer cette souffrance. En 1862, il reçut la visite d'Henri Dunant, venu lui soumettre Bonnefeuille de son souvenir de Solferino. À la suite de cette visite, Dufour écrivit à l'auteur une lettre où se trouve cette phrase. « On n'est pas trop porté à ne voir que le côté brillant d'une guerre et à fermer les yeux sur ses tristes conséquences. » On connaît la suite. Dunant mit toute son autorité au service des idées développées par Dufour, contribuant ainsi de manière décisive à les faire triompher. Et ce fut la création de la Croix-Rouge internationale en 1863 et poursuivre en 1882 où fut créée la Société suisse des troupes sanitaires. Arrive la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre et ensuite le ravage de la grippe espagnole. Toute la souffrance pour les familles, aucune d'entre elles n'avait d'assurance, les femmes laissées avec les enfants et les orphelins. La situation sociale était explosive durant ces 2 dernières années de la guerre. Toute une partie de la population souffrait d'un rationnement en denrées alimentaires, le tout combiné au prix élevé des produits de base. Pour les familles, des mobilités qui se trouvaient en situation de détresse, il n'y avait pas de système de compensation, de perte de gains ou tout juste une forme minimale d'assistance. C'est sous cette influence et de l'esprit Dufour, juste à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1919, que les hommes ont créé In Memoriam. Assez rapidement, le don national suisse, reconnaissant au travers d'In Memoriam cette association comme faisant partie de ses organes exécutifs, aujourd'hui on dirait plutôt son bras armé. Dès lors, elle leur demande d'organiser et de s'occuper à l'intérieur des cantons de l'aide au profit des survivants dont les familles de soldats avaient été affectées par les actions de guerre. In Memoriam, celles et ceux qui l'ont créée ne pensaient et n'imaginaient pas qu'elle pourrait perdurer pendant autant d'années. Il est intéressant de signaler qu'à l'époque, les moyens financiers devaient être plus difficiles à trouver qu'aujourd'hui. L'idée du sponsoring ou du crowdfunding n'avait pas encore été mise en avant. Mais je suis persuadé qu'à l'époque, les idées de Dufour ont développé et renforcé l'esprit de solidarité des confédérés. Je vous le confirme, l'esprit de solidarité des confédérés n'est pas mort. Je veux, comme exemple, le soutien au village de Blatton. J'en suis persuadé, lors de cet événement, il aurait été de la partie et aurait joué dans les rôles principaux. C'est avec peu de moyens, mais fort d'une foi, d'un dévouement inébranlable, qu'ils ont donné de leur temps au service de la famille atteinte par les deuils. Je suis fier de pouvoir encore aujourd'hui vous confirmer que nous continuons avec conviction à porter le flambeau allumé par le général. Le but d'In Memoriam sont fixés dans nos statuts tels qu'aurait pu les rédiger, j'en suis persuadé, le général Guillaume-Henri Dufour. Je vous cite. Le but de l'association est de perpétuer le souvenir des soldats morts pour la patrie ou en service commandé, tant en Suisse qu'à l'étranger, d'honorer leur mémoire en apportant une aide morale et matérielle aux membres de leur famille, en leur rendant visite si nécessaire, en leur apportant une aide matérielle concrète. Pour terminer, je profite ici de saluer et de remercier celles et ceux qui ont osé organiser cette commémoration du 150e anniversaire du décès du général Guillaume-Henri Dufour.
Que vive la mémoire du nom du général, que vive Genève et que vive la Suisse. Terminé.